Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Il n'est pas rare, vous le savez, si vous regardez régulièrement La Grande Hache, qu'on écrive et qu'on lise de l'histoire, y compris sur des périodes éloignées, avec en tête des enjeux du présent. L'historien que je reçois aujourd'hui, Romain Huret, bonjour Romain. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. A publié il y a quelque temps un livre centré sur un procès à grand spectacle qui s'est déroulé en 1935, il y a 90 ans, aux États-Unis, et qui mettait en cause un milliardaire, l'un des hommes les plus riches des États-Unis, qui s'appelait Andrew W. Mellon, qui avait été au pouvoir, en plus d'être un richissime banquier, dans toutes les années 20, et qui se trouvait mis en cause par le pouvoir politique, celui de Franklin Roosevelt, le président qui insufflait le New Deal, une nouvelle politique économique, qui se trouvait mise en cause pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un conflit d'intérêts massif. Il était accusé non seulement de fraude fiscale, mais aussi d'avoir gouverné en faisant passer des lois favorables à ses intérêts, créant donc des synergies bénéfiques pour ses affaires. Ce procès à grand spectacle, il aurait pu être réglé, nous dites-vous dans ce livre, Romain Huret, en coulisses, en tout cas dans des tractations avec l'administration, comme ça se fait encore aujourd'hui souvent entre les services fiscaux et les grandes puissances financières. Or, Roosevelt et son administration ont décidé à l'époque d'en faire un procès à grand spectacle, et le livre raconte d'une façon assez fascinante comment l'opinion publique américaine s'empare de toute une série de questions qui sont encore centrales aujourd'hui pour nos sociétés, aux États-Unis, mais aussi en France, à cette occasion, sur le mérite, sur la place des ultra-riches dans la société, sur les inégalités, etc. Ce livre, donc, s'appelle « Les millions de Monsieur Mellon, le capitalisme en procès aux États-Unis de 1933 à 1941 ». Romain Huret, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes même actuellement le président de cette institution. Vous avez d'abord travaillé beaucoup sur la pauvreté aux États-Unis, avec un livre qui s'appelait « La fin de la pauvreté, les experts sociaux et la guerre contre la pauvreté aux États-Unis, des années 40 aux années 70. Vous avez aussi travaillé sur les effets de Katrina, de l'ouragan Katrina, avec un livre qui s'appelait « Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres ». Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce livre-là est d'une profonde actualité quand on voit la place prise notamment par Elon Musk auprès d'un président lui-même multimillionnaire, et puis la place qu'ont autour de lui les grands oligarques, si on peut les appeler comme ça, des États-Unis, avec cette question aussi du symétrique en France et de la place des milliardaires dans nos sociétés. J'imagine que le choix de cet objet historique ne doit pas grand-chose au hasard, quand même. Non, ça ne doit pas au hasard, mais ce qui est assez amusant, c'est qu'on a fait le choix avec La Découverte, qui a publié le livre, de ne pas tirer de fil. Il n'y a aucun fil qui est tiré directement dans le livre. Et on s'est dit, et moi j'ai défendu l'idée, mais les éditeurs et éditrices de La Découverte m'ont suivi, qu'il ne fallait surtout pas tirer de fil, c'est-à-dire de laisser l'histoire telle qu'elle, 1933-1941. Les lecteurs et les lectrices sont grandes, et ils sont tout à fait capables de tirer les fils jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne parle pas de Bolloré, on ne parle pas d'Elon Musk, on ne parle pas de Trump, mais il y a sans doute beaucoup de fils à tirer sur, vous l'avez dit, la fiscalité, le sens de la démocratie, la place des élites, le rôle des fondations philanthropiques aussi qui est extrêmement important, la construction de l'espace public, la dimension symbolique des procès. Vous l'avez dit au départ, mais je tenais à prendre un peu le contre-pied de ce qu'on lit souvent, notamment chez des sociologues en France et ailleurs, disant que ces procès ne servent pas à grand-chose, que c'est du pur symbole et qu'on jette en pâture un ou deux grands noms de la finance. Et là, le procès montre bien comment, finalement, un procès très bien préparé, parce que les avocats vont préparer pendant 2 ans la procédure judiciaire, peut conduire à intéresser l'ensemble de la population et à ouvrir un vrai débat sur le sens des richesses, la place des richesses dans une société, et ce que la richesse, le capitalisme font à la démocratie.
C'est un peu surprenant quand on part de l'image courante qu'on a aujourd'hui des États-Unis et presque, j'allais dire, de l'anthropologie états-unienne, c'est-à-dire de l'idée qu'on se fait de l'individu, de ses rapports avec la société. On a un sentiment, quand on est un Européen convaincu par le welfare state, par l'histoire du mouvement ouvrier, le côté socialisant de l'histoire politique européenne, on est très dépaysé en voyant cette société qui semble dominé par l'idée que finalement chacun a sa chance, hein, y compris d'une façon qui est peu en rapport avec la réalité, puisque vient souvent sur le tapis le fait que, en réalité, les milliardaires et les multimillionnaires commencent en étant eux-mêmes des rejetons de milieux très privilégiés, et puis souvent montent grâce à des malversations. On est surpris de voir qu'il y a eu ces débats qui, au contraire, nous sont familiers, au fond, sur le mérite, sur la légitimité des inégalités à cette époque-là. Alors, est-ce que ça correspond à une conjoncture particulière, évidemment, de l'histoire des États-Unis, j'imagine ? Je crois que ça correspond à une méconnaissance en France et en Europe des États-Unis. Thomas Piketty rappelle à juste titre que le pays qui a le plus imposé très tôt les hauts revenus sont les États-Unis. Dès 1913, hein, il y a une imposition extrêmement forte des très très hauts revenus. Et donc là, on voit dans les années 30, ça rejoue. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 50, par exemple, les plus grandes fortunes aux États-Unis avaient des taux marginaux supérieurs d'imposition, c'est-à-dire les taux les plus élevés, de 91%, et sans que ça pose le moindre problème. Je sais pas, j'imagine que tout le monde se souvient de la proposition de François Hollande des 75% qui avait suscité une indignation folle. Là, on parle de 91% aux États-Unis, qui n'est pas un pays connu pour son socialisme ou ses dérives communistes. Dans l'Amérique de la guerre froide des années 50, dirigée par Eisenhower, on avait des taux d'imposition 91%. Pour les grandes fortunes du pays. Donc il y a eu une tradition ancienne de contestation sociale et de revendication d'une imposition très ciblée pour les plus grandes fortunes. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un mouvement de balancier entre une période justement antérieure au New Deal, antérieure à celle où a lieu ce procès à spectacle, celle du début du XXe siècle, où finalement le libéralisme s'en donne à cœur joie et les inégalités prospèrent, et puis un retour de bâton justement sur Roosevelt, qui se prolongerait ensuite avec à nouveau un coup dans l'autre sens à partir des années 70-80. Absolument, et on le voit très bien, les années 20 sont une période de repli du mouvement social, de la contestation sociale, de ce qu'on appelle le mouvement progressiste aux États-Unis, qui a été une coalition de forces syndicales, politiques, intellectuelles, qui ont mené à l'adoption d'un impôt sur le revenu dans le pays. Et on voit très vite, dans les années 20, des conservateurs qui arrivent au pouvoir, des hommes d'affaires qui arrivent au pouvoir, et qui renvoient à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on avait aussi un gouvernement d'hommes d'affaires qui revendiquaient précisément d'être plus compétents parce qu'ils étaient des hommes d'affaires, parce qu'ils étaient capables de mieux gérer un pays et de le gérer comme ils avaient géré les entreprises. Et on a une dimension assez étonnante, presque messianique. Les hommes d'affaires voient dans ce capitalisme aux États-Unis des racines religieuses. Beaucoup comparent alors, et le médiéviste que vous êtes doit bien que ça vous connaître ces travaux sur les origines religieuses du capitalisme. Les hommes d'affaires dans les années 20 expliquent souvent que Jésus était le premier commercial de l'histoire du monde, et qu'il avait vendu le christianisme comme eux vendent des savons et des automobiles. Et donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce pays, et on a trouvé une voie fantastique pour développer la consommation de masse, faire ruisseler aussi l'argent. C'est la première théorisation forte par Andrew Mellon de la théorie du ruissellement. Trickle down. Trickle down. Si les plus riches s'enrichissent, tout le monde va en bénéficier. Pendant quelques années, une grande partie du pays croit à cet évangile de la richesse, et cette idée que l'argent va ruisseler dans l'ensemble de la population. Et 1929, c'est un choc considérable. Tout s'effondre en quelques jours, et le mirage du capitalisme disparaît avec beaucoup d'entreprises qui font faillite et beaucoup d'individus qui se retrouvent au chômage. Et on voit apparaître un chômage de masse
et un appauvrissement de la population tout à fait considérable. Mais alors comment est-ce que Roosevelt et son entourage, ou les instigateurs de l'affaire, en arrivent finalement à se focaliser sur la personnalité de Mellon? Mais Mellon, c'est une personnalité que tout le monde connaît à l'époque, même si c'est quelqu'un de très discret comme beaucoup d'hommes d'affaires. Et pour faire une comparaison avec la période actuelle, il faudrait imaginer Elon Musk au ministre des Finances, au ministère des Finances et ministre des Finances. C'est-à-dire qu'on aurait ou Zuckerberg ou Bezos qui dirigeraient les finances pour avoir un équivalent de ce qu'est Mellon à l'époque. C'est l'une des plus grandes fortunes du pays. Il fait fortune dans la banque et il invente le capitalisme financier. Et ça va lui être beaucoup reproché d'ailleurs pendant le procès. Et il accepte de devenir ministre des Finances en 1920. Et pendant 11 ans, il va diriger le ministère des Finances en jouant un rôle très important à l'extérieur du pays. C'est l'homme de la reconstruction de l'Europe. C'est l'homme qui va gérer les réparations allemandes, gérer la reconstruction de la Belgique. Donc il a un carnet d'adresse colossal. Il connaît tout le monde dans le monde de la banque et de la finance. Après la Première Guerre mondiale. Mais il va également prendre en charge à l'intérieur du pays des grandes réformes fiscales et économiques. C'est quelqu'un qui croit à ce qu'il appelle, et il le dira pendant le procès, un impôt juste. C'est-à-dire que il ne fait pas partie de ces millionnaires qui veulent supprimer définitivement l'impôt, alors qu'il y en a d'autres qui le veulent, et il y en a encore aujourd'hui qui veulent 0% d'imposition. Lui croit à un impôt juste, il croit à un État qui se limite aux fonctions régaliennes, l'armée, la monnaie et l'aide militaire aux exportations étrangères et à la protection des entreprises américaines. Donc il est favorable à un impôt, mais il dit qu'il faut un impôt juste, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment bas pour qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale. Et donc, il va baisser massivement les impôts pendant les années 20. Et les démocrates finissent par le détester, puisqu'il va incarner ce mariage des affaires et de la politique. Et il va être un peu la figure qui va incarner à lui seul la crise de 1929 et la trahison des élites, qui vont être accusées d'avoir vendu la démocratie états-unienne aux plus riches. Et il va incarner finalement l'impuissance des politiques face à cela. Parce que ça fait penser à Hoover qui dit que ce qu'il y a de mieux à faire finalement face à ce cataclysme économique, c'est de ne rien faire, si je me souviens bien. Et Mellon, exactement. En bon libéral. Absolument. C'est naturel, quoi. Et Andrew Mellon dit la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il continue à baisser les impôts. C'est-à-dire, après la crise de 29, il continue à baisser les impôts en disant il faut baisser les impôts et il faut que le marché retrouve sa stabilité. Et il n'y aurait rien de pire que d'augmenter à nouveau les impôts ou de basculer vers ce que Roosevelt va faire, donner plus de pouvoir économique et social à l'État fédéral. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aujourd'hui. C'est-à-dire que les faits ont beau donner tort à ceux qui sont en place. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez persisté dans la même posture. Là encore, il y a quelque chose de commun, je trouve. Mais alors, finalement, il s'impose aux yeux de ceux qui veulent passer à une autre politique, finalement, comme une cible. Est-ce qu'il y a une logique de communication déjà, de communication politique, je veux dire? Oui, il y a une logique de communication politique. Au départ, Roosevelt et ses conseillers pensent qu'ils vont perdre le procès. Pour une raison très simple, c'est que la charge de la preuve, prouver l'évasion fiscale d'un individu, ne revient pas à l'individu lui-même de prouver son innocence, mais à l'État fédéral de prouver sa culpabilité. Or, il est extrêmement difficile, et tout le monde le dit, de prouver la culpabilité d'un homme d'affaires parce qu'ils n'ont pas accès, ils n'auront pas accès, ils le savent, aux papiers personnels et aux papiers d'entreprise d'Andrew Mellon. Donc, arriver à démontrer la culpabilité et le fait qu'en connaissance de cause, il ait pu dissimuler de l'argent au fisc ou tricher avec les ventes des entreprises, comme cela va lui être reproché, sera extrêmement difficile. Donc, Roosevelt fait un pari, il dit peu importe si on perd, ce qui compte, c'est d'exposer au grand public la transformation profonde du capitalisme aux États-Unis. Et peu de gens, à ce moment-là, à la fin des années 20 et début des années 30, ont compris que les années 20 sont la naissance du capitalisme financier. Et Andrew Mellon est un pur produit de ce capitalisme financier. D'ailleurs, de manière catastrophique pour lui pendant le procès, il ne se souvient même plus du nombre d'entreprises qu'il possède et du nombre d'entreprises qu'il a dirigées.
Et les avocats de Roosevelt s'en donnent à cœur joie. Ils lui disent, mais vous étiez de 1904 à 1907 le dirigeant de telle entreprise. Il ne s'en souvient pas. Il ne sait pas. Ouais. Il a complètement oublié, puisqu'il a créé un empire financier et il dirige. C'est un propriétaire absent. Hein. Et ça met en valeur la dimension totalement fictive, en la, réalité. La dimension absolument fictive. Et c'est l'objectif de Roosevelt et des autres, c'est de montrer que le capitalisme est devenu un capitalisme de papier. Et donc, on peut jouer avec les entreprises, avec des propriétaires qui sont absents. Et là, il y a une vraie découverte et un vrai choc pour la population aux États-Unis, qui vivait un peu sur une image du capitalisme d'antan, du capitalisme à la papa, où les chefs d'entreprise, ce que Marx appelait le paternalisme, hein, on avait un chef d'entreprise qui possédait l'entreprise et qui connaissait ses employés, qui prenait soin d'eux, etc. Là, on découvre tout autre chose, une dissociation entre, d'un côté, la propriété de l'entreprise et le management de l'entreprise. Mellon est propriétaire, mais ne s'occupe plus des entreprises, n'est au courant de rien, et donc peut jouer avec les entreprises pour garantir la hausse de ses revenus en bourse, hein, sans se préoccuper bien évidemment du sort des ouvriers et des ouvrières dans ces mêmes entreprises. Et donc il y a vraiment l'idée que c'est par la médiation du procès, c'est très américain je pense, par la scène du procès, qu'on va changer des choses bien au-delà en réalité de l'arène judiciaire, en termes de conception politique générale. Oui, mais c'est un pari. Quand on est historien, on fait toujours attention aux intentions des acteurs. Et là, au départ, ils sont très hésitants parce que les avocats et l'avocat choisi par Mellon est le plus grand avocat fiscaliste de l'époque. Hein. C'est une superstar du barreau. Il a réussi à sauver beaucoup d'hommes d'affaires qui étaient empêtrés dans des histoires d'évasion fiscale. Ils sont persuadés que l'avocat va limiter la question du procès à des enjeux techniques, c'est-à-dire en évitant toute réflexion générale sur le sens de la démocratie, du capitalisme, etc. Il lui tend un piège et il tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'il tombe dans le piège avec l'accord d'Andrew Mellon. C'est là où l'histoire parfois assez ruse, hein, c'est que Mellon lui-même accepte de venir au procès. C'est-à-dire que là où il aurait pu être absent, comme le font d'ailleurs certains hommes d'affaires aux États-Unis ou en France aujourd'hui, hein, ils ne se présentent pas au procès. Ils envoient leurs avocats qui font le travail avec les témoins. Là, Mellon ne supporte pas l'accusation de fraude. Et là, sans doute, à nouveau, il y a une dimension religieuse. Il le dit aux journalistes, jamais dans toute l'histoire de la famille Mellon, un Mellon a été accusé de malversation ou n'aurait été condamné. Donc il décide de venir au procès, d'être là, d'être présent physiquement et de défendre son honneur et de défendre l'honneur du capitalisme et de toute la classe capitaliste des années 20. Et donc lui-même, c'est lui qui décide d'en faire un procès fondamentalement politique et pas simplement un procès technique. Et c'est tout à fait étonnant puisque le jour du procès, dans la salle du tribunal administratif de Pittsburgh, il y a les grands représentants du capitalisme, des banquiers, des millionnaires qui sont là pour le défendre en disant il est des nôtres. Et ce qui lui arrive, c'est pas seulement un procès technique contre un homme d'affaires qui aurait triché dans sa déclaration fiscale. Donc c'est pas un problème technique, c'est une attaque massive contre le capitalisme. Et donc on est là pour le défendre. Et là, il tombe dans le piège que leur tend Roosevelt, puisque Roosevelt voulait politiser le procès, et le demande à ses avocats, qui vont dès lors ne pas seulement en faire un procès technique. J'ai travaillé sur les 11 000 pages du procès. C'est très technique et très pénible, puisqu'on va discuter de ses affaires, de ses entreprises, des enjeux de vente d'actions, etc. Mais la force des avocats de Roosevelt, c'est qu'ils en font un procès politique sur le sens de la démocratie, le sens de l'héritage, le sens de la donation, de la philanthropie, le sens de l'enrichissement. Et tout ça passionne le pays. Et tous les jours, on discute héritage, fiscalité, revenus, pauvreté dans le pays, à travers la figure de Mellon, qui est très vite dépassée, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et oui. Et le procès devait durer quelques jours, il va durer 4 mois. Et tous les jours, la presse rend compte de ces débats, de manière non pas technique, mais de manière politique. Oui. Qu'est-ce que l'héritage ? Pourquoi les plus riches ont le droit de ne pas payer d'impôts s'ils créent des fondations, C'est ça. etc. Donc de vraies questions politiques.
parmi les enjeux, il y a les pommes de discorde, disons, il y a le fait qu'il a défiscalisé, comme on dirait aujourd'hui, massivement par le biais de la création de fondations. Il crée une fondation, alors c'est une histoire tout à fait rocambolesque et absolument passionnante. Mellon va acheter des peintures au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg qui sont vendues par les soviétiques qui ont besoin de liquidités, donc ils décident de mettre sur le marché toute une série de peintures très prestigieuses, des plus grands peintres du XVIe au XIXe siècle, et donc ils vont les vendre sous le manteau. Et donc on a cette histoire tout à fait incroyable d'un ministre des Finances d'un pays qui n'a pas reconnu l'URSS, qui annonce qu'il est prêt à payer en liquide l'achat des tableaux dans les années 20, et donc pendant plusieurs années dans les années 20, alors qu'il est ministre des Finances. Il achète ces tableaux sous le manteau en passant par Berlin, Paris et Londres. Mais il veut faire valoir ça ensuite comme intérêt général. La faute, c'est qu'il va dire que ces tableaux sont... Alors que ces tableaux ne pouvaient pas être achetés puisque le pays ne reconnaissait pas, les États-Unis ne reconnaissaient pas l'URSS, lui-même le fait en cachette, le fait en catimini, les fait revenir aux États-Unis et les déduit dans le cadre de sa fondation. Donc les New Dealers vont lui demander des explications et vont l'amener à s'expliquer sur ce sens un peu étonnant du service public de la nation, puisqu'il est prêt à traiter, à négocier avec un pays que sa propre administration ne reconnaissait pas. Mais ceci dit, ça renvoie aussi à une curiosité pour nous, d'un point de vue européen, qu'on trouve massivement aux États-Unis. C'est précisément la place des fondations. Je pense notamment à l'enseignement supérieur. On est tout à fait fasciné de voir qu'aux États-Unis, les professorats, les chaires de professeurs, souvent portent le nom d'un multimillionnaire ou souvent d'un couple de multimillionnaires ou de milliardaires qui ont légué une somme gigantesque dont les revenus servent à payer, souvent bien d'ailleurs, un professeur pour qu'il ait le temps de faire des recherches sans faire trop de cours. Et voilà. Et quand les universités des États-Unis, enfin les grandes en tout cas, sont confrontées à de nouveaux besoins, elles vont voir les héritiers ou elles vont voir tel ou tel philanthrope et elles disent voilà, on a besoin de ceci ou cela pour faire face à telle situation. Voilà. Et ça marche. C'est un tout autre univers. C'est avec ça qu'on est en prise là, manifestement. Il est directement en prise, puisque Mellon lui-même a financé et finance encore des chaires d'histoire à Cambridge en Angleterre ou dans de grandes universités états-uniennes. Il y a des chaires Mellon qui existent encore aujourd'hui, des départements qui sont très largement financés par l'argent de la Fondation Mellon. C'est un compromis, le dispositif philanthropique qui date de 1913, au moment où l'impôt sur le revenu est imposé. Les hommes d'affaires vont finalement accepter à une condition, c'est de pouvoir créer des fondations à leur nom et de ne pas être touchés par l'impôt. Ça veut dire qu'ils gardent la maîtrise en fait des usages, de leur contribution fiscale. C'est eux qui la gardent tout à fait. Et puis à leur gloire en plus pour créer et ils gardent institutions. Surtout, et ça je le montre bien dans un chapitre du livre, ils gardent aussi la main sur leurs héritiers. C'est assez étonnant, mais Mellon, parce que ses enfants vont devenir des héros malgré eux du procès. Mellon n'aime pas ses enfants. Il accuse ses enfants de dilapider l'argent familial, l'argent du père. Le père et le grand-père étaient banquiers. Les deux enfants ne s'intéressent pas du tout à la banque. Le fils veut être poète et faire de l'histoire. Donc il n'a aucun intérêt pour la banque et les affaires. Donc ces hommes d'affaires utilisent le mécanisme de la fondation, leur permet de contrôler post-mortem l'usage des fonds, puisqu'il y a des clauses qui permettent d'avoir des trustees qui vont donner telle somme d'argent à votre fils après votre mort ou à votre fille. Et donc vous gardez une main de manière assez étonnante sur votre héritage pour éviter beaucoup de... Alors, il y a des historiens français qui avaient travaillé en histoire économique sur la théorie des 3 générations. Ouais. La première génération qui crée une entreprise, la deuxième génération qui la développe, et la troisième qui la dilapide, la mauvaise génération. Mellon, c'est un peu cette histoire-là, et il veut surtout pas que son argent soit dilapidé. Et donc, la fondation, c'est un outil formidable puisqu'il contrôle l'argent. Il va confier l'argent à des trustees, à d'autres banquiers, à des gens qui connaissent bien les affaires. Et donc, il n'y a aucun risque pour que l'argent se dilapide. Mais au contraire, on est certain que l'accumulation va se poursuivre. Et ça a marché, puisque la Fondation Mellon, aujourd'hui, est l'une des plus riches du pays. Alors, il est tombé dans le piège, comme vous le disiez.
sans doute parce qu'il était de très bonne foi, enfin, il était convaincu qu'il était dans son droit, en se rendant au procès et donc finalement en permettant d'en faire un vaste feuilleton largement relayé. La manière dont la presse, puisque sans elle rien n'est relayé, fait état de tout cela, j'imagine, est décisive pour que le débat ait lieu et même pour que finalement elle dessus la tendance des démocrates de Roosevelt. Le procès est une catastrophe en termes de relations publiques pour Mellon. Hein. C'est un échec complet. Il est très mal conseillé. Il est très peu préparé à intervenir dans l'espace public. Aujourd'hui, je pense que dans un cas similaire, il y aurait une préparation et un contrôle beaucoup plus fort et de l'espace public et de l'espace médiatique. Là, il arrive pratiquement, il n'a pas de notes, il prend la parole et toutes ses auditions, notamment la longue semaine où il devait être interrogé par les avocats, est catastrophique en termes de relations publiques, donnant l'image d'une élite arrogante, totalement déconnectée du reste du pays. Il y a deux événements sur lesquels j'insiste beaucoup dans le livre et qui vont montrer le décalage de Mellon et du reste de la population. Le premier, c'est sur l'absentéisme de Mellon, le fait qu'il possédait des entreprises où il n'était pas, et donc les avocats vont le forcer à répéter qu'il n'était pas là pour montrer qu'on avait donc des entreprises dans le pays qui n'étaient pas gérées, où le propriétaire n'était pas là, il était un propriétaire absent, lointain, qui ne se préoccupait pas du sort de ses ouvriers. Et le deuxième point extrêmement important, c'est la façon dont il se tient complètement à distance de ses affaires et les délègue à d'autres. Oui. Donc c'est pas seulement vis-à-vis des entreprises, mais aussi cette délégation permanente qui montre bien à quel point cette élite est déconnectée. Il a une phrase, par exemple, qu'on va beaucoup lui reprocher sur le fait qu'il n'a jamais gagné d'argent de sa vie, à part lorsqu'il a été stagiaire pour son père dans la banque paternelle quand il avait 17 ans et quand il a été fonctionnaire, quand il a été ministre. Et quand il dit ça, il est très heureux de dire ça. Pour lui, c'est la preuve qu'il n'a gagné de l'argent que grâce à l'argent, que grâce à ses investissements financiers. Et il pense que la presse va se réjouir finalement de cette annonce. Je n'ai jamais gagné d'argent de ma vie. Et c'est un désastre, c'est-à-dire que le lendemain, on va le comparer à un bankster, un bankster. Le néologisme entre banker et gangster. Banquier et gangster. Banquier et gangster, c'est la période d'Al Capone, de l'ennemi public numéro 1. Et donc, c'est un désastre en termes de relations publiques. Là où il pensait emporter l'adhésion de la population, en regardez, je n'ai gagné de l'argent qu'en investissant et en prenant des risques. Finalement, ça se retourne contre lui. Et donc, il y a une incompréhension totale entre Mellon et l'opinion publique à ce moment-là. Et il y a l'idée que le mérite vient de la prise de risque par opposition, finalement, au travail qui serait toujours un peu parasite. Le salaire serait toujours un petit peu parasite parce qu'il serait dû à celui qui donne le travail, au patron. Absolument. Et donc, cet enrichissement est mérité et il ne comprend pas pourquoi. Il est complètement en discordance avec les grandes tendances de son temps, finalement. Avec son temps et avec... à la fois les gens dans l'intérieur du tribunal et à l'extérieur, bien sûr. Et les journalistes qui se font le relais quotidien par leurs articles à travers tous les États-Unis ne sont pas surveillés, ou en tout cas ne subissent pas de la part des grands patrons de presse des pressions. Les grands patrons de presse n'ont pas le sentiment il y a des pressions. Qui sont en danger. Le journaliste du New York Times, par exemple, quitte le procès. Il disparaît. Quand même. Alors, on ne sait pas. Moi, j'ai vu passer des choses. La famille Mellon ne m'a pas autorisé à avoir accès à leurs papiers. Donc, j'ai travaillé sur des sources secondaires. Mais certains journalistes disparaissent au fil du temps, notamment un journaliste de New York Times qui va quitter. Il ne relaye plus, quoi. Il ne relaye plus. Le New York Times dit que... il aurait été envoyé sur un autre procès, mais l'avocat de l'État fédéral, qui s'appelle Robert Jackson, qui est un important, puisqu'il va se faire connaître à ce moment-là, et ensuite il représentera les États-Unis au procès de Nuremberg, donc c'est une grande figure du barreau. C'est ses premiers faits d'armes, c'est pendant le procès Mellon. Et Jackson dit dans ses papiers que la rumeur dans le tribunal... dit que Mellon a fait pression sur la direction du New York Times parce qu'il n'aimait pas du tout les articles très ironiques sur ce Mellon absent, ce Mellon qui n'était au courant de rien et qui tout d'un coup
découvre qu'il y a des conflits d'intérêts possibles, etc. Donc, mais ces pressions n'ont pas suffi. Ces pressions n'ont pas suffi parce que le décalage et la force des New Dealers, c'est vraiment d'arriver à construire, de jouer sur ces décalages, c'est-à-dire de jouer sur le décalage de Mellon et de sa famille, et de montrer qu'il y a une élite complètement déconnectée du réel, et qu'on est bien loin du ruissellement, on est bien loin des mythes des années 20, et qu'on se retrouve et qu'on comprend mieux pourquoi le pays a été si mal géré pendant 10 ans. Alors, quel est le dénouement? Je vais spoiler le livre et annoncer le dénouement. Ouais. C'est un dénouement qui est mi-figue, mi-raisin pour tout le monde, et qui montre bien que Roosevelt, et vous l'avez dit au départ, invente un modèle social assez étonnant, très novateur aussi. Il ne faut pas oublier, par exemple, le Front populaire s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle alors l'expérience Roosevelt, et beaucoup de futurs fonctionnaires du Front populaire se rendent aux États-Unis pour voir ce qui se passe en 1935, l'année du procès, la sécurité sociale, les conventions collectives, etc. Roosevelt et son équipe inventent beaucoup de choses, mais cet état administratif est encore un peu balbutiant, et il fait quelque chose, Roosevelt fait quelque chose qui est interdit aujourd'hui, d'après ce que m'ont dit tous les spécialistes du fisc dans tous les pays. Il accepte de rencontrer Andrew Mellon pour négocier en dehors du procès. C'est-à-dire qu'il va l'inviter à la Maison-Blanche, en lui proposant soit la condamnation qui est attendue, puisque plusieurs points montrent qu'en effet, il y a eu des malversations fiscales, des manquements aux règles que lui-même imposait aux autres Américains. Ah oui, c'est ça en plus qui est... C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'il fixe lui-même les règles. Ça rend sa position intenable, d'autant plus intenable. Complètement intenable, et à nouveau, ça montre l'écart entre le discours des élites et leurs pratiques, qui peuvent ne pas s'imposer à eux-mêmes les règles qu'ils imposent aux autres. Roosevelt lui propose un accord, la donation des tableaux d'une valeur de 19 millions de dollars, en échange, pas d'un abandon, mais d'un adoucissement des poursuites. Le fisc alors lui réclame 3 millions de dollars. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas un mauvais deal pour Roosevelt, mais les avocats sont furieux, sont très mécontents, parce qu'ils auraient voulu aller au bout de la procédure. Et il est évident qu'à partir du moment où Mellon accepte de donner à la nation ces tableaux et d'ouvrir une galerie nationale, la National Gallery of Art, qui existe aujourd'hui à Washington, sur le grand espace devant le Congrès, vous avez un musée national. Le noyau de ce musée national, c'est le procès. Et c'est le deal, l'accord que Roosevelt va trouver avec Mellon quelque temps avant sa mort. Le seul élément de négociation portera sur le nom du musée. Mellon souhaite, comme beaucoup d'hommes d'affaires et de millionnaires, que le musée porte son nom. Roosevelt refuse, et donc ça ne sera pas la Mellon Gallery of Art, mais la National Gallery of Art. Donc un jugement qui est un peu décevant et qui sonne un peu le glas je conclus là-dessus, d'une certaine politique de taxation des hauts revenus et d'attaque forte contre le capitalisme, de volonté de réformer le capitalisme, puisqu'à ce moment-là, Roosevelt va commencer à écouter de moins en moins les juristes et de plus en plus les économistes. Et les économistes sont beaucoup moins moralistes et beaucoup plus pragmatique, et ils vont dire à Roosevelt que taxer les hauts revenus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que symboliquement c'est très fort et ça peut rapporter de l'argent, mais finalement il vaut mieux taxer tout le monde et taxer la classe moyenne. Ça rapporte plus d'argent à l'État, et donc c'est ce que pendant la Seconde Guerre mondiale Roosevelt va faire, et il abandonnera un peu ce moment qui est assez exceptionnel, les années 35-37. C'est sans doute le moment où aux États-Unis, pendant tout le XXe siècle, où la rhétorique de classe est la plus forte. La campagne présidentielle de 1936, c'est une vraie campagne, c'est une vraie lutte des classes. Roosevelt a des propos, a une rhétorique de lutte des classes. Il parle d'ennemi de classe, le capitalisme et l'ennemi de classe. Il a des mots très très durs
contre ce qu'il appelle la royauté économique, les ennemis du capitalisme, les ennemis de l'argent. C'est un pic en quelque sorte de la lutte des classes aux États-Unis. On n'a pas vu les démocrates récemment tenir ce type de discours. Non, il y a tout ça en grande partie disparu, à tel point que le petit-fils du ministre des Finances de l'époque, s'appelle Morgenthau, a écrit il y a une dizaine d'années pour se plaindre du fait que les démocrates avaient oublié le combat de son grand-père contre l'évasion fiscale et qu'il serait grand temps que les démocrates se ressaisissent de ce combat contre les possibilités offertes aux plus riches de ne plus payer d'impôts. Merci beaucoup. Merci à vous. Romain Huret, d'être venu présenter ce livre passionnant et dont les enjeux résonnent à plus d'un titre dans l'actualité la plus récente, aussi bien transatlantique que française. Les millions de Monsieur Mellon, donc le capitalisme en procès aux États-Unis, 1933-1941. Merci. Merci à vous. Et merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le groupe de discussion La Grande Hache, Histoire et Idées sur Facebook, chez Mark Zuckerberg, un oligarque, ou bien rejoindre aussi le compte de La Grande Hache sur Blue Sky. À bientôt pour un prochain épisode de La Grande Hache.